Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 chrono, l'émission du jeudi avec à mes côtés, comme à chaque fois, Alexandre Lenaour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Vous nous présenterez notamment les rendez-vous sportifs du week-end, mais aussi l'entretien de 85 chrono que vous avez réalisé cette semaine avec Charlie Dalin, le vainqueur de la New York Vendée. On parle bien sûr de course au large. On accueille également ce soir notre expert prépa mental Benoît Pinault. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Alors vous allez nous parler d'un sujet certes pas très joyeux, mais très intéressant, qui est la dépression. Ouais, je ne sais pas casser l'ambiance. On va essayer. C'est bien, on a des tennismen. Oui, c'est vrai que le ça tennis, les concerne aussi. Comme la plupart des sports individuels, sont peut-être l'un des sports les plus touchés par ce problème. Et donc, puisqu'on va parler tennis dans cette émission, on a notre expert Pierre Garnier avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir Aurélien. Et on va particulièrement s'intéresser à la fête du tennis féminin et masculin à l'Open CNGT de Saint-Jean-de-Mont avec Yvonique Luriec. Bonsoir Yvonique. Bonsoir Aurélien. Directeur sportif du Garden Tennis Club de Saint-Jean-de-Mont et donc directeur du tournoi donc de cet Open CNGT. Mais avant de parler tennis, on va revenir sur les différents faits marquants de la semaine, Alexandre, et on va parler notamment d'athlétisme puisque se déroulent actuellement les championnats d'Europe d'athlétisme à Rome et quelques Vendéens étaient présents et il y en a une qui a particulièrement brillé cette semaine. Et oui, cette Vendéenne qui a brillé, c'est Louise Maraval qui n'en finit plus de détonner sur la scène internationale après avoir réalisé il y a quelques semaines la deuxième meilleure performance française de l'histoire sur le 400 mètres haies. La licenciée de l'Entente-Sèvres est allée décrocher la médaille d'argent au championnat d'Europe. C'était mardi soir sur la piste du stade olympique de Rome. La Vendéenne de 22 ans termine en 54 secondes, 23 centièmes, juste derrière la néerlandaise Femke Bol, championne du monde en titre et intouchable sur cette finale du 400 haies. Avec ce chrono, Louise Maraval signe par ailleurs un nouveau record personnel sur l'épreuve qui lui permet donc de repartir d'Italie avec un statut de vice-championne d'Europe. Prochain rendez-vous pour Louise Maraval, ce sera les championnats de France élite d'athlétisme à Angers à la fin du mois de juin. Et puis bien sûr, on l'attend aux Jeux de Paris, on a déjà hâte de la voir là-bas. Et l'autre Vendéen présent donc, à Rome, c'est Romain Mornay, qui lui était au départ de la finale du 1500 mètres ce mercredi soir. Romain Mornay, licencié à l'Athletic Cup de La Roche-sur-Yon. Il a terminé à la 11e place en 3 minutes 34 secondes et 33 centièmes, à seulement 4 centièmes de ce record personnel. Un chrono cependant au-delà des minima olympiques fixés à 3 minutes 33 secondes et 50 centièmes. Mais Romain Mornay peut peut-être encore espérer un éventuel repêchage pour la sélection aux Jeux de Paris 2024. On parle maintenant triathlon, puisque après la dissolution de l'Assemblée nationale, oui, on parle un peu politique dans 85 chronos, et donc les élections législatives anticipées programmées le 30 juin et le 7 juillet, eh bien, il y a des conséquences sur plusieurs événements, et notamment sportifs, et c'est le cas de l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne, initialement prévu le dimanche 30 juin. La loi stipule que les accès au bureau de vote ne peuvent être bloqués durant les horaires d'ouverture. Impossible donc de maintenir la course le dimanche. Après des discussions entre les organisateurs, la préfecture et les maires des différentes communes concernées, notamment par le parcours vélo, eh bien, il a été décidé d'avancer ce Alpha Ironman au samedi 29 juin. C'est évidemment un soulagement pour les organisateurs, mais ils doivent désormais s'adapter à ce changement. On va écouter Patrick Girard. Le principal pour les concurrents, c'est que la course ait lieu, parce qu'il faut quand même comprendre qu'on a des gens qui viennent du monde entier, qui ont réservé des avions, qui ont réservé des hôtels, et l'annulation était le pire des scénarios pour tout le monde. Sachant qu'effectivement, pour nous, ça nous oblige à revoir, est-ce qu'on a bien tous les bénévoles avec une journée d'avance, est-ce qu'on a tous les services de secours, est-ce qu'on a tout ce qui entoure l'organisation, les prestataires. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Le samedi, c'est pas le dimanche, il y a une vie économique, il y a notamment beaucoup de mariages, des fêtes locales, donc on essaye de trouver des solutions pour que tout le monde y retrouve son compte malgré cette nouvelle contrainte. Voilà, donc l'Ironman des Sables qui aura bien lieu, mais le samedi 29 juin. On parle tennis maintenant, puisque depuis le 1er juin, le Garden Tennis Club de Saint-Jean-de-Mont accueille la fête du tennis féminin et masculin avec 170 joueuses et joueurs qui participent, avec notamment le 8e Open CNGT. Et donc on va parler de tout ça, Pierre, avec notre invité. Ah bah oui, pour vous rappeler, alors CNGT, ça veut dire quoi ? C'est Circuit National des grands tournois, et c'est le plus grand tournoi en Vendée pour les hommes et pour les femmes, puisque bon, il y a le tournoi Challenger ici à Mouilleron, mais là c'est un tournoi un peu plus amateur, mais qui rassemble maintenant les hommes et les femmes depuis l'année dernière. Donc c'est la plus grosse organisation de tennis en club. Bravo, monsieur le directeur, bravo Yvonique, bravo à ton président aussi et à toute l'équipe derrière.
Alors à chaque fois, on peut inciter tout le monde à aller voir ces matchs parce que c'est dans un magnifique cadre à la Paris-Jésus, avec des bonnes joueuses, des très bonnes joueuses, des bons joueurs. Est-ce que tu peux nous en présenter certains ? Ouais, au niveau des joueuses, je tiens à dire déjà, c'est un gros tournoi en termes de prize money. Il y a 9 000 € et il y a une parité entre les hommes et les femmes, ce qui est aussi quelque chose qui est assez rare. Il y a beaucoup pour les hommes et très peu pour les femmes. Nous, on garde cette parité. Au niveau des joueuses sur le plateau sportif, il y a chez les joueuses Irina Rami-Alisson, qui est la tête de série numéro 1 du tournoi, numéro 20 et championne de France seconde série, donc qui est du SNUC, qui a gagné la première édition en 2016, parce qu'on est à la 8e et elle est toujours là, donc c'est une bonne nouvelle. En tête de série numéro 2, c'est Manon Arcangeli, donc qui est numéro 40 cette année française, et qui est double tenante du titre du tournoi, donc très, très content qu'elle puisse défendre encore son titre cette année. Et tête de série numéro 3, Pauline Payette, qui est aussi une bonne joueuse, qui est aux alentours de la numéro 45e place française. Donc voilà pour les 3 principales, avec Mallory Noël aussi, qui est bien connue en Vendée, puisqu'elle joue à La Roche-sur-Yon, et qui est aux alentours de la 40e place également. Chez les garçons, c'est la tête de série numéro 1, c'est Lucas Poulain. Qu'on avait reçu l'année dernière. Qu'on avait reçu l'an dernier, et qui... lui nous fait l'honneur en fait de venir parce qu'il était au Challenger de Lyon, donc il arrive ce soir de Lyon pour pouvoir jouer demain matin à 11h30 son premier match. Donc ils ont des vies assez particulières parce on doit jongler en fait entre le circuit professionnel ATP, WTA ou ITF et nous, comme a dit Pierre, où on est notre tournoi de club, un très gros tournoi de club, un tournoi amateur où on essaie de mettre le maximum de professionnalisme en termes d'organisation pour l'accueil des joueurs et des joueuses. Oui, alors, et chez les garçons, donc il a Lucas Poulain et Jürgen Briand, c'est la tête de série numéro 2. Donc Jürgen qui a quand même eu en Vendée aussi, qui est assez connu, parce qu'il a fait demi-finale de l'Open de Vendée en battant Richard Gasquet. Donc c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de talent dans sa raquette, donc ravi de l'avoir de nouveau. Cette année, il y a un petit peu moins de joueurs qui sont numérotés, mais par contre, on a eu énormément de joueurs négatifs. Donc négatif, c'est le plus haut niveau, on va dire, régional, qui tend, on va dire, pour aller sur le niveau national, voire international. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a sur les tournois CNGT comme ça, c'est qu'il y a des jeunes, très jeunes, donc, qui ont 13, 14 ans, 15 ans, qui viennent se confronter à des personnes qui sont un petit peu plus âgées et qui peuvent se faire un peu les dents, comme on dit, pour essayer de s'aguerrir un petit peu dans leur tennis. Ouais, on peut voir aussi, il y a peu de différence entre le circuit à un certain niveau sur les challengers et ce type de tournoi, puisque Lucas Poulain, il s'est qualifié l'année dernière au tournoi de Mouilleron, et en faisant quart de finale. Et là, il s'est encore qualifié au tournoi de Lyon, il est sorti des qualifs, il a fait 3 matchs. Il a perdu malheureusement au premier tour à Lyon, mais il prend son van et il vient ici. Donc chapeau à lui parce qu'il remplit ses engagements. Donc dans les sports individuels, des fois c'est un peu compliqué tout ça. Donc il remplit ses engagements, il prend son van et il vient être tête de série sur le tournoi de Saint-Jean-de-Mont. Donc passer de Lyon avec beaucoup de prix sur un petit challenger entre guillemets à... Il n'y a pas beaucoup de différence à Saint-Jean-de-Mont, il y a peu de différence. Un mot sur le programme là, de cette fin de semaine et du week-end. Ouais, alors en ce moment-là, ce jeudi soir, il y a les 8e de finale femmes et hommes qui se jouent. Demain matin, à partir de 9h30, les quarts de finale. Demain après-midi, à partir de 14h30, les demi-finales, donc hommes et femmes. Et enfin, les finales sont à 14h30, la finale dames à 14h30, suivie de la finale des garçons. Très bien, on continue à parler tennis et du club de Saint-Jean-de-Mont dans quelques instants, mais on va s'intéresser maintenant, Alexandre, au premier rendez-vous sportif du week-end. Et on commence cet agenda avec du handball et les finales des coupes et challenge de Vendée qui vont investir le Vendée Espace tout le week-end. Samedi à 19h, finale du challenge féminin entre les Manilles Régnier et l'équipe 4 de la Roche-Vendée Handball. Place ensuite à 21h au match entre Talmont et l'équipe 3 de Pouzauges pour la finale garçon. Le lendemain, ce sera l'épilogue de la Coupe de Vendée. Dimanche à 16h, Talmont-Saint-Hilaire et l'équipe 3 de la Roche-Vendée Handball s'affrontent au Vendée Espace. Et puis en clôture à 18h, l'équipe première masculine du RVHB affrontera celle de La Ferrière. En basket, la CEPA organise un tout nouvel événement, basket 3-3 sur la place
place Jacques Chirac à La Roche-sur-Yon. Initiation et tournois ont déjà commencé depuis ce jeudi et se poursuivent demain avant les autres échéances, samedi notamment avec l'Open Plus Access Super League Senior et se clôturera avec les juniors le dimanche. Direction la plage de Saint-Jean-de-Mont avec ce week-end les finales régionales de beach soccer. Ce sera à suivre sur la plage des Oiseaux samedi dès 15h30 et à partir de 10h dimanche avec également la finale du tournoi féminin. Et puis en foot également, le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie organise des animations autour de la découverte du Cécifoot, l'occasion de découvrir cet handisport pratiqué par les athlètes déficients visuels. Rendez-vous samedi matin au stade Robert Lomo de Landevieille. Double événement de cyclisme au menu ce week-end, dimanche matin, place à la course de la Guyonnière, compétition ouverte aux Open 3, Access 1 à 4 et au moins de 17 ans, organisé par le Vélo Club de Montaigu. Premier départ dès 10h à Montaigu-Vendée, du côté du bordage Caillé. Et puis l'autre événement sera également à suivre dimanche avec la ronde des comités entre les herbiers et mouchants, catégorie Open 1, 2 et 3, et avec en plus une course d'attente pour les U15. Lancement des courses, voilà, dès 14h30. Et à la suite de l'agenda, en fin d'émission, et on va s'intéresser maintenant à l'actu voile avec bien sûr la New York Vendée et les arrivées qui se succèdent depuis le week-end dernier. Alors on rappelle le podium de cette de New York Vendée avec la victoire de Charlie Dalin sur Massif Prévoyance Santé devant Boris Herman sur Malaysia Sea Explorer. 3e place pour Jérémy Bayou sur Charal. On notera également la belle 4e place de Sébastien Simon, que vous avez vu juste à l'image à l'instant sur Groupe du Breuil. Il a accueilli aujourd'hui son ami Benjamin Dutreux, qui lui a terminé 13e en 14 jours, 11h59 sur Guyot Environnement Water Family. On a ensuite vu arriver Romain Athanasio en 14e position, puis le japonais Kojiro Shiraishi sur DMG Mori à la 15e place. Clarisse Kremer sur l'Occitane en Provence termine 16e en 14 jours et 19h. Elle a été suivie par Eric Bellion sur Sten Aswan, puis par Violette d'Orange sur son bateau Devenir. Ensuite en 19e position, c'est James Areda qui a franchi la ligne d'arrivée, et le dernier en date à être arrivé au Sable d'Olonne, c'est Yannick Bestaven sur Maître Coq, le dernier vainqueur du Vendée Globe. Il reste, si j'ai bien compté, 7 skippers encore en mer, Alexandre, donc il devrait arriver dans cette nuit, ou en tout cas dans la matinée de vendredi. Voilà pour la New York Vendée. On va rester dans le thème de la New York Vendée avec l'entretien de 85 chrono. Puisque, Alexandre, vous avez pu rencontrer le vainqueur, Charlie Dalin, donc, qui est arrivé samedi soir tard au Sable d'Olonne, et donc il a pu revenir sur cette belle victoire avec vous. Et oui, mardi matin, près de 72 heures après son arrivée, nous sommes allés poser nos caméras juste en face de son IMOCA, Massif Santé Prévoyance, sur les pontons du Vendée Globe, avec Charlie Dalin, qui a donc remporté cette dernière course. C'est presque une ultime répétition générale avant le grand départ du Vendée Globe le 10 novembre prochain. Alors comment le skipper havrais a-t-il vécu sa course, lui qui a passé cette transatlantique quasiment seul en tête, au contraire du reste de la flotte qui a eu des conditions bien plus difficiles? Et bien réponse avec le principal intéressé dans cet extrait. Bonjour Charlie Dalin. Bonjour. Merci d'avoir pris un peu de temps. On se retrouve juste devant votre IMOCA Massif Santé Prévoyance. Charlie, vous êtes le grand vainqueur de cette New York Vendée. Vous avez coupé la ligne un petit peu plus loin samedi 8 juin à 23h44 avant de remonter le chenal le lendemain, le dimanche, à partir de 9h du matin. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, 72 heures après votre arrivée, Charlie? Je commence à récupérer un petit peu là. La fatigue, et bon, il va falloir qu'encore quelques semaines pour récupérer totalement, mais ça commence à aller un petit peu mieux. Toujours heureux de... Je continue à savourer cette victoire. C'est des choses, c'est des victoires sur le circuit IMOCA où le niveau devient de plus en plus dense, de plus en plus élevé, avec de plus en plus de très bons skippers. C'est des choses qui sont plus difficiles à réaliser, donc je profite avec l'équipe, et on profite d'être ici sous le soleil sablé là pour continuer les vérifications du bateau, pour s'assurer que tout va bien, qu'il n'y a pas encore de petits problèmes qu'on n'aurait pas encore découverts. C'est ça, vous allez rester toute la semaine avec votre équipe au Sable d'Olonne. Sur le côté physique, mental, comment est-ce que cette course, elle vous a marqué, Charlie? C'est une course où il y avait beaucoup de manœuvres, beaucoup de positionnement à faire sur le début, très intense, et il y a eu vraiment 2 phases, quoi. Il y a eu cette phase jusqu'à cette fameuse transition que j'ai réussi à prendre et pas les autres, et après il y a eu cette deuxième phase où c'était un petit peu différent, où il fallait que je me battais un peu contre moi-même, contre mes prévisions de route, contre mes routages, et aussi il a fallu aussi savoir lâcher un petit peu prise, parce que moi j'étais à peu près au milieu, Boris Herman était du très très nord, l'autre groupe était au sud des Açores, et là en fait
fait, il fallait aussi accepter de plus avoir la main, de plus sur son propre destin quelque part, quoi. C'est un peu les évolutions de la météo qui allaient faire que tel ou tel groupe allait moins bien ou mieux fonctionner. Donc, il fallait prendre ça avec un peu avec philosophie. Mais bon, ce qui s'est bien passé, c'est que voilà, la météo est restée un peu comme prévu, et donc ça a fonctionné pour moi au milieu, quoi. Justement, c'est cette bonne gestion aussi des transitions qui vous a permis de couper la ligne en premier, Charlie. Est-ce que aussi, dans ces moments-là, il y a une part d'instinct, évidemment les connaissances, l'expérience, mais sur une course comme celle-ci, on l'a vu avec des conditions pas toujours évidentes, notamment au niveau des météos, des GPS, il y a toujours cette part d'instinct qui reste? Ah ouais, bien sûr. En fait, les prévisions météo, ça reste des prévisions à relativement grande échelle. On n'a pas de détails de ce qui se passe sous chaque nuage, et sous chaque nuage, le vent est différent en force et en direction. Et oui, bien sûr qu'il y a une part d'instinct, il y a une part de feeling. Il faut savoir être à l'écoute, savoir observer à l'heure des fichiers météo de très haute résolution, des pilotes automatiques, de toute la technologie qu'on peut avoir. On peut se dire que non, ils ont juste à écouter ce que l'ordinateur dit, mais c'est pas le cas du tout. Il faut savoir écouter son instinct et aussi savoir bien réagir quand les prévisions sont décalées ou fausses, ce qui arrive quand même assez souvent, quoi. En tout cas, Charlie, vous les voyez arriver, tous ces autres skippers de cette New York Vendée. Et puis dimanche, juste après vous, il y a eu Boris Herrmann qui est arrivé deuxième de la course. Vous avez pu échanger ensemble? Qu'est-ce que vous vous êtes dit tous les deux? Je suis impressionné par Boris, parce que là, on a fait une course à l'aller qui s'appelle la Transat CIC, sur laquelle il termine deuxième également, donc il fait 2x2. Avant, il était peut-être un petit peu plus outsider, maintenant il brigue les places de podium, donc voilà, il y a une belle montée en puissance de sa part, et voilà, je trouve ça bien que sur le circuit IMOCA, il y ait des internationaux qui commencent à rentrer des bons résultats. C'est bon signe pour la course. Charlie Dalin, donc vous terminez cette course premier des 28 engagés après 10 jours, 3h44 minutes et 30 secondes très précisément. Est-ce que cette course, cette victoire fait de vous un meilleur skipper qu'avant le départ de cette New York Vendée? Je ne sais pas si ça fait de moi un meilleur skipper, mais c'est sûr, c'est que ça met en confiance. C'est super pour l'équipe parce que ça les motive encore plus pour travailler dur, pour pousser encore plus la préparation du bateau jusqu'au prochain Vendée. Je me suis servi aussi des enseignements sur la Transat CIC pour être meilleur, pour faire une meilleure gestion de course, mieux gérer mon sommeil, mieux gérer mon rythme. Et puis là, je vais encore faire un débrief assez complet de cette course avec l'équipe. Et c'est peut-être presque plus dur en fait quand on réussit, quand on gagne une course, de trouver des choses à améliorer, parce que voilà, on a envie de rester sur la victoire, mais voilà, c'est aussi important d'essayer de gratter, d'essayer de chercher la petite bête et trouver ce qu'il y a encore à améliorer, parce qu'il y a toujours moyen de progresser. Justement, sur le plan technologique, cette double transat, elle va vous permettre, c'est ça, d'anticiper encore avant ce grand départ du Vendée Globe dans 5 mois à peu près? Ouais, donc c'était 2 transats importantes techniquement, parce que voilà, c'est des milles pour le bateau, c'est de l'usure pour les systèmes, on va démonter entièrement le bateau cet été, donc vraiment entièrement pour tout vérifier, tout contrôler. On va encore faire des petites améliorations. On va déployer un dernier pack d'optimisation aussi pour être encore plus performant. L'objectif, ça a toujours été de faire en cumulé, de faire plus qu'un Vendée Globe avant le Vendée Globe, quoi. D'essayer de rentrer un cycle complet pour vérifier qu'il n'y ait aucune usure prématurée de certaines pièces et de faire les ajustements nécessaires avant le Vendée, justement. Voilà, puis un entretien à retrouver dès à présent en intégrale sur tvvendée.fr et demain à 9h après la matinale. Allez, on revient au tennis avec vous, Pierre. On va s'intéresser à l'actualité des différents championnats, notamment les championnats de France. Voilà, alors les championnats de France, j'étais venu présenter le programme des championnats de France du mois de mai traditionnel chez nous dans notre sport. Alors j'avais une petite inquiétude sur les équipes masculines qui allaient évoluer dans ce championnat de France. Inquiétude qui s'est confirmée. Inquiétudes qui se sont confirmées malheureusement. Donc descente de l'équipe 1 du TUY. Après 34 ans, je crois, de championnat de France sans interruption, descente de l'équipe 1 du Tennis Club Sablé. Donc ça veut dire que l'année prochaine, il n'y aura plus d'équipe masculine en championnat de France, en Vendée. Donc ça, c'est bien dommage. Alors pourquoi, etc. Bon, on n'a pas assez long ici dans l'émission pour débattre de tout ça, mais bon, c'est un fait. Alors de l'autre côté, la pré-nationale dames, où il y avait beaucoup d'équipes de Vendée engagée, donc une équipe de Saint-Jean-de-Mont qui a eu un parcours un petit peu difficile, mais on se retrouve avec 2 équipes vendéennes en tête, donc qui vont jouer la première place pour la gloire ce dimanche au Tennis Club Sablé. Donc Tennis Club Sablé contre La Roche-sur-Yon, et les 2 équipes montent l'année prochaine en championnat de France. Alors c'est l'équipe 2 du TUY, avec 3 jeunes de moins de 18 ans dans l'équipe, donc ça c'est de bon augure. Et puis ETC Sablé avec des joueuses du club aidées par
par des joueuses plus expérimentées. Donc voilà, les filles compensent le parcours un petit peu plus chaotique des garçons, voire très chaotique. Et puis en pré-national, donc je suis désolé Yvonique, mais le Garden a raté la dernière marche contre le SNUC pour remonter en championnat de France sur N4. Donc le SNUC est en ce moment le club phare de la Ligue, qui va avoir 3 équipes en championnat de France l'année prochaine, donc il faut le signaler. Et puis le Saint-Jean-de-Mont qui se maintient en pré-national, Mouilleron le Captif qui se maintient en pré-national, donc ça c'est presque miraculeux, donc bravo à eux, ils ont réussi à aller au bout. Je crois qu'il y a eu un double qu'ils ont gagné au super tie-break pour assurer ce maintien-là, donc bravo. Donc voilà pour les résultats de ce mois de mai. Est-ce que c'est une déception, Yvonique, cette non-montée de l'équipe féminine? On savait que le SNUC était une belle équipe et on avait une petite chance parce que ça se joue sur la dernière rencontre. C'est une déception, oui et non, parce que oui, c'est une déception, on a envie de monter, mais on n'était pas assez bien préparés. Chacun, on n'a pas vécu toute l'année ensemble. Il y a des étudiants qui ont leur vie personnelle. Moi, je vieillis un petit peu aussi. Donc la difficulté, c'est d'avoir un bon amalgame entre tous les joueurs. Et cette année, on l'a un petit peu moins eu pour aller chercher un petit peu plus, en fait. Et en fait, la logique a juste été respectée lors du dernier match. On continue rapidement avec les championnats régionaux. Voilà, parce que c'est encore une activité qui avait lieu à Saint-Jean-de-Mont, donc c'est peut-être Yvonique qui était très, très occupé depuis 2 mois, donc peut-être qu'il n'a pas réussi à donner la petite différence à son équipe. Donc il y avait les championnats régionaux des jeunes organisés encore par la Ligue au CNGT, avec tous les élus à Saint-Jean-de-Mont, avec tous les élus, tous les bénévoles de Saint-Jean-de-Mont. Donc des résultats des jeunes corrects chez les petits pour le département au niveau régional, avec deux titres, Amy Carco-Landais chez les 10 ans filles et Maë Billard, Amy Carco-Landais du TY et Maë Billard de Dompierre-Sorion chez les 12 ans garçons. Donc 2 titres, quelques bonnes places chez les plus jeunes, et puis voilà, chez les plus vieux c'est un peu plus compliqué. La Loire-Atlantique truste beaucoup de titres avec des joueurs du SNUC aussi, donc voilà, c'était un petit peu plus dur. Donc bien chez les plus jeunes, beaucoup plus compliqué chez les plus vieux. On parle rapidement, et on va en parler un peu plus longuement tout à l'heure, de Lucas Marionneau. On a une petite photo sympathique, il était du côté de Roland-Garros. Voilà, il a eu la chance de fouler, voilà, on le voit, les terrains de Roland-Garros, le central, donc il a joué sur les annexes, mais je pense qu'il a pu essayer de jouer là-bas, sur le central, pour s'échauffer. Il avait une wildcard. En junior. En junior. Il avait une wildcard offerte par la fédération suite à ses bons tournois du mois d'avril sur la Côte d'Azur. Voilà, ça a été un petit peu compliqué pour lui. Il a joué un jeune américain, il a pris, comme on dit dans notre jargon, 2 petits sets. Voilà, il n'y a pas eu trop de suspense. Mais une bonne expérience. Et puis il y avait une deuxième joueuse de la Ligue, Alice Soulier, qui avait eu aussi une wildcard. Donc 2 joueuses de la Ligue dans les juniors à Roland-Garros, c'est pas tous les ans. Et Lucas Marionneau, qu'on va retrouver rapidement sur l'antenne de TV Vendée. Exactement, vous en parliez, Pierre. On est allé le rencontrer il y a quelques semaines maintenant, juste avant Roland-Garros, puisque Lucas Marionneau va aussi préparer sa transition des juniors vers le circuit professionnel en 2025. Alors, exceptionnellement, cet épisode est à retrouver dès à présent en replay sur tvvendée.fr, la semaine prochaine à l'antenne. Mais avant cela, une bande-annonce. J'ai toujours été quelqu'un de quand même assez calme. Je montre pas trop mes émotions, pas trop ma frustration, donc je trouve que c'est un point plutôt positif. Sinon, mon style de jeu, quelqu'un d'assez solide du fond de cours, pas facile de déborder. À 5-10 ans, j'aimerais être sur le circuit pro, forcément. Jouer les plus grands tournois du monde, les grands chelems, qui font quand même beaucoup rêver, je trouve. Voilà, donc sur ce visage du sport consacré à Lucas Marionneau. On revient au Garden Tennis de Saint-Jean-de-Mont avec donc Yvonique Luriec, directeur sportif. On l'a dit, cette fête du tennis féminin et masculin et donc ce 8e Open CNGT qui se termine samedi avec les finales à partir de 14h30. On l'a dit, vous attirez des joueurs et des joueuses de bon niveau. Vous avez été encore élu meilleur tournoi féminin de France 2023. Vous avez également le label Roland-Garros avec les terrains de terre battue. Voilà, il y a aussi tout ce qu'il y a autour qui compte beaucoup dans l'organisation de ce tournoi, notamment l'accueil des joueurs et des joueuses. Ouais, c'est vraiment le but du jeu en fait. C'est quand on vient à Saint-Jean-de-Mont, ça dit la plage, ça dit un peu le côté vacances. On essaie vraiment d'avoir
professionnel et le côté accueil, convivialité. C'est ce type de tournoi nous le permet, donc j'essaie d'en profiter pleinement quand on l'organise. Je dois dire aussi que je suis très bien accompagné par mon président, le bureau du club, etc., qui soutiennent cet événement maintenant depuis 8 ans. Et aussi en termes d'organisation sportive, avec un juge-arbitre qui s'appelle Claude Després, qui est vraiment exceptionnel. C'est quelqu'un de Bretagne qui a fait les beaux jours de Pléneuf-Valandré, un gros tournoi en Bretagne. Et il m'aide énormément. Les joueurs et les joueuses l'aiment. On l'aime et c'est aussi quelque chose d'important aussi, le côté humain de ce sport dans l'organisation générale du tournoi. C'est vraiment quelque chose, vraiment, je tiens à le dire parce que Claude est plus tout jeune en fait et il fait ses derniers tournois avec nous et il fait un travail merveilleux. Allez, c'est l'heure de passer à la chronique prépa mentale. Et on va essayer de garder le sourire et la joie pour cette chronique, Benoît, puisqu'on va parler de quelque chose qui existe vraiment, la dépression chez les sportifs. Oui, on en parle de plus en plus, et vous allez voir qu'il y a pas mal d'exemples aussi au tennis. Et c'est une période un peu particulière, justement, parce que dans pas mal de sports, on arrive à l'intersaison. Et c'est justement là où il y a des remises en question, des doutes. Et on a affaire quand même à des sportifs. Donc, c'est-à-dire que les sportifs, si on a bien une population qui est dans le message « sois fort » et qui se croit un petit peu invincible, c'est bien celle-ci. Sauf qu'elle a aussi quand même quelques fêlures, parce que c'est une image qui est transposée, mais dans les faits aussi, les sportifs ont une certaine fragilité. Ils vivent des montagnes russes émotionnelles, et puis de temps en temps de brefs moments de joie, et encore hypothétiques, pas pour tout le monde. Et donc il y a pas mal d'émotions à gérer, et ces émotions peuvent emmener très vite et très loin. Et on a quand même de plus en plus d'exemples de sportifs, même les plus titrés, qui font part de leurs épisodes dépressifs. On a eu Michael Phelps, pourtant, qui a gagné 23 médailles olympiques. Naomi Osaka, qu'on a vu revenir à Roland-Garros, notamment, faire un beau premier tour malgré une défaite. Et puis, aussi, plus récemment, Perrine Lafont, notre championne de ski de boss, qui, elle, juste une semaine avant le démarrage de la saison, qui a annoncé qu'elle ne démarrait pas sa saison. C'était assez surprenant pour tout le monde, elle qui est 5 fois championne du monde. C'est plutôt courageux de sa part, justement, de faire une croix déjà sur ses revenus, parce que mine de rien, c'est quand même grâce à ça qu'elle gagne sa vie, et puis surtout sans savoir si elle allait pouvoir récupérer son niveau. Et donc pour le long terme, c'est pourtant pas une mauvaise décision. Paradoxalement, ça arrive aussi beaucoup, en fait, les épisodes dépressifs chez des sportifs qui ont atteint le sommet. On s'attend pas à ce que ça bascule, puisque tout se passe bien a priori, et pourtant, on peut avoir des baisses de morale. Mais en fait, il y a une explication qui est assez logique à ça. C'est tout simplement un équilibre entre le gain que l'on espère et l'effort que l'on va mettre en place. Et vous allez voir que s'il y a un déséquilibre entre ces deux éléments, là, en fait, il y a un risque justement dépressif. Si on a une perception en fait, d'un effort trop difficile à fournir, en fait, on va vite lâcher l'affaire. On va pas se lever, on va abandonner le combat. Et à l'inverse, si le gain est perçu comme moins désirable, en fait, on ne va pas se donner à fond dans l'entraînement. Et c'est ce qui arrive quand on a déjà tout gagné, notamment. S'il n'y a plus rien qui porte, même s'il n'y a plus d'adrénaline, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de velléité d'aller au combat. Et donc, il y a des équilibres. Et là, il y a une perte de perception, et puis on peut se retrouver en surinvestissement. Et puis, brutalement, physiquement, mentalement, en désengagement. Et la réaction, c'est vraiment une réaction émotionnelle et pathologique à laquelle on peut assister, comme une vraie blessure. On a Florent Manoudou, notre nageur, qui revient au meilleur niveau, qui déclarait ceci, tout le monde a envie d'être champion olympique, moi aussi, le problème c'est que j'ai plus envie de bosser pour. Donc ça, maintenant, il a dû retrouver cette envie, puisqu'il sera là au JO, et tant mieux, mais c'est quand même quelque chose de compliqué. Mais on voit des sportifs qui, coûte que coûte, s'accrochent quand même. Qu'est-ce qui les porte encore ? C'est une bonne question. Si on prend l'exemple de Nadal, alors je vais demander à des tennismen ce qu'ils en pensent, parce qu'on a quand même un joueur qui a tout gagné, qui n'a plus rien à prouver, ni financièrement, ni techniquement, ni sur les titres. Je me demande bien ce qui le pousse encore à essayer de revenir malgré les blessures, malgré les difficultés. Je ne sais pas si vous avez un avis sur la question. C'est un amoureux du jeu. Il a cette chance-là. Donc, et c'est aussi la chance du tennis, c'est que c'est d'abord un jeu. C'est un sport, effectivement, pour eux, vu les dépenses physiques, mais c'est surtout un jeu. Et lui, je pense qu'il est amoureux du jeu. Voilà. Véronique ? C'est la réponse que j'avais donnée, c'est un amoureux, c'est un passionné. Je pense qu'il vit depuis toujours aussi dans ce milieu-là. Sa vie, c'est de se lever le matin, d'aller s'entraîner
et d'aller jouer, d'essayer de faire les plus grands tournois du monde. Et en fait, il n'a plus rien à prouver aux autres, mais à lui, je pense qu'il a encore envie de se prouver pas mal de choses. Et bon, là, il n'a vraiment pas eu de chance, par exemple, à Roland-Garros, avec un premier tour si difficile. Mais je pense qu'on va voir aux Jeux Olympiques bientôt. Et en double. Et je pense que tout ça, cet amour d'aller jouer, d'aller transpirer, d'aller essayer de combattre, on va dire, avec un adversaire, c'est quelque chose qu'il aime par-dessus tout. Ouais, merci, parce que vous allez voir, justement, ça fait partie des clés pour justement éviter ce genre d'épisode. Et puis, il y a quand même des sports plus à risque que d'autres, hein, parce que déjà, les sports individuels, on se retrouve effectivement un peu tout seul, alors que quand on est dans un groupe, on est déjà de base soutenu par le collectif. Et si on a sa place, justement, même si on peut vivre des épisodes difficiles, on est déjà soutenu et on va plus rapidement remonter la pente. Donc, l'émulation d'un groupe, elle est importante. Et même dans des sports individuels, on voit se monter des structures d'entraînement. Que ce soit, j'en vois pas mal en triathlon. On en voit même aussi en e-sport maintenant. Et ce qui n'est pas un mal, parce qu'effectivement, quand on est face à une population pour qui l'hygiène de vie n'est pas forcément géniale, à jouer H24, c'est pas forcément évident d'avoir aussi cette hygiène mentale. Et on peut en subir les conséquences. L'autre sport à risque, ça va être les sports répétitifs. Vous voyez, les nageurs notamment, on parlait de Manodou, mais effectivement, c'est pas évident. Quand vous avez un entraînement, le quotidien, c'est 8 km par jour en moyenne. Si on compte, ça fait, j'ai fait le calcul, 320 longueurs chaque jour. Ça fait 30 000 carreaux à compter chaque jour. Donc, tous les jours. Et quand on sort de la piscine, c'est pour aller s'amuser en salle de muscu. Donc, c'est pas forcément très drôle. Quels sont les signes de la dépression chez les sportifs ? On va avoir des symptômes de surentraînement, mais surtout une perte de motivation, une grande fatigue, même une perte de libido, une fréquence cardiaque qui a du mal à redescendre, et puis beaucoup de bobos aussi, prématurés. Et comment on évite alors cette dépression ? Justement, ils en ont un peu parlé tout à l'heure. Moi, il y a une chose qui est essentielle, c'est quand on s'entraîne, c'est de comprendre les bénéfices de chaque entraînement sur la progression, et aussi dans l'atteinte de son ambition. L'autre chose aussi, c'est de rajouter à l'entraînement des facteurs de plaisir, c'est-à-dire que tout ce qui va activer le circuit de la récompense, qui génère de la dopamine, ce que j'appelle des friandises mentales. L'autre élément aussi, c'est de garantir aussi toujours une espèce d'émulation et des conditions de pression pour éviter la monotonie, et puis aussi pour avoir de la confrontation. Le sportif, ce qu'il aime aussi, c'est de ses adversaires, sentir qu'ils s'améliorent. Okay ? Donc une progression permanente. Et donc, si j'en reviens à notre ami Perrine, en fait, c'est une grande lucidité d'avoir été capable à un moment donné de dire stop, c'est pas le moment. Je prends le recul sur ma carrière, sur mes choix, sur mes ambitions, sur mes facteurs de motivation, sur l'engagement. Alors, c'est un risque parce que sans promesse de résultat, effectivement. Et si on en revient à elle, peut-être que pendant ce temps-là, elle va nourrir d'autres centres d'intérêt. Et puis revivre aussi le plaisir seul de rechausser des skis sans la pression du résultat. Et si malgré tout la dépression arrive quand même, on va conclure là-dessus. Ouais, on va considérer ça comme une blessure, même physique. Okay, en parler aussi, vous avez vu, les sportifs utilisent très tôt maintenant la psychologie. Teddy Riner, depuis son plus jeune âge, est suivi de cette manière-là. Donc c'est plus un tabou d'avoir ses faiblesses, même quand on est sportif de haut niveau. De cultiver d'autres centres d'intérêt que le sport, c'est aussi essentiel pour avoir un équilibre. Et puis savoir s'entourer. Les athlètes ont souvent peur en fait de décevoir leur entourage. Mais s'ils sont sûrs qu'en fait ils sont quand même aimés malgré leurs résultats, je pense que c'est le plus important pour beaucoup d'entre eux. Merci beaucoup Benoît. On enchaîne très rapidement, Alexandre, avec les autres rendez-vous du week-end. Et pas de déprime, on part dans les bassins de natation. Ce week-end, La Roche-sur-Yon Natation organise son meeting au complexe Arago. Début des premières courses à 9h avant les finales dès 15h, samedi et dimanche. À Chantonnay, le Chantonnay Triathlon organise un double événement, un cross-triathlon en individuel ou en relais, ainsi qu'un swimrun à suivre dimanche dès 9h à la base de loisirs Touche-Grès. Quelques rendez-vous de course à pied aussi, ils sont nombreux pour le premier. Il faudra prendre le large, direction l'Île-Dieu. 12e édition du Trail de l'Île-Dieu organisée par l'association éponyme. 3 distances, 13, 23, 45 km et départ à partir de 8h. Retour sur le continent dimanche avec les foulées de Saint-Hilaire, 20 km en solo ou le 10 seul en duo à partir de 9h30. Une course organisée par Festilaire et le sport athlétique fontenaisien. Dans le Nord-Est Vendée, direction 13 Vents pour la 16e édition du Trail de la Sèvre et ses 3 formats. Arrivé à 13 Vents, mais départ du côté de Malièvre dès 8h dimanche. À Esnay, autre rendez-vous, celui des foulées à Gésinat. Là aussi 3 distances au choix, une 9e édition qui se tiendra dimanche. Et puis enfin 5e et dernier événement de course à pied, ce
sera la veille samedi pour une course plus décalée, celle de la Cap ou pas Cap, course de 12 km en équipe déguisée. Voilà, c'est à suivre à Beaulieu-sous-la-Roche samedi. Puis on termine avec un mot de karaté, puisque le Fontenay Karaté Shotokan organise ses 24 heures dimanche, l'occasion de découvrir toute la culture japonaise. Les 24 heures du FKS, c'est à l'espace culturel René Cassin à Fontenay-le-Comte. Très bien, alors on n'a pas le temps de faire le quiz, mais on va peut-être quand même poser juste une question. Tout le monde joue, une petite question, et puis on posera les autres questions en antenne. Si vous pouvez poser la 4e question, Alexandre, que vous avez préparée. Allez, le nom du livre, c'est cela ? Tout à fait. Allez, quel est le nom du second livre publié par Alizé Cornet, qui a mis un terme à sa carrière lors de Roland-Garros ? Joker. Joker. C'est déjà pas le premier. Ceux qui manquent à l'amour. Voilà. Ceux qui manquent à l'amour. Et bien, en tout cas, voilà. Vous allez le lire, Alexandre, puis la semaine prochaine, vous nous direz. Je vous ferai un petit résumé de tout ça. À l'amour, justement. Merci beaucoup, Yvonique. Donc, on rappelle de demi-finale, quart de finale et demi-finale ce vendredi matin et vendredi après-midi, donc du tour de l'Open CNGT. Finale samedi à partir de 14h30. Merci, Pierre. À bientôt. J'avais ramené la raquette de Mats Wilander. Voilà, elle est là. Avec laquelle il a gagné Roland Garros en 1985. Eh ben, on regarde Pourquoi cette 1985 ? Puisque c'est la naissance d'Yvonique Lurie. Ah bah voilà, magnifique. C'est vrai que vous avez raison d'en parler. Merci Benoît. Merci. À bientôt. Merci Alexandre. On vous retrouve dès lundi matin dans la matinale pour le Journal des Sports. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne fin de semaine sur TV Vendée.